Depuis l'offensive russe en Ukraine, les cyberattaques se multiplient. D'ailleurs, déjà depuis 2014 et la guerre dans le Donbass, l'Ukraine est devenue la cible privilégiée des hackers russes, leur terrain d'entraînement favori. Mais cette menace concerne également la France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs alerté les préfets la semaine dernière, les appelant à la plus grande vigilance. Mais les entreprises françaises sont aussi concernées par ce risque et commencent à se protéger. Pour en parler, nous accueillons en studio Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie en cybersécurité Trend Micro, spécialiste de l'analyse de la cybermenace. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes également l'auteur du livre Frontières.com, à paraître à la fin du mois aux éditions de l'Observatoire. Alors avant de parler de cette lutte contre les cyberattaques, il faut le dire, quelques semaines avant que l'Ukraine ne soit envahie par la Russie, certains brandissaient déjà le spectre de la cyberguerre, craignant une explosion du nombre d'attaques informatiques, un acte politique finalement. Mais finalement, voilà, il n'y a pas eu de grosse cyberguerre comme on pouvait l'imaginer. Alors en fait, ce qu'on a constaté, c'est en amont de l'intrusion sur le territoire ukrainien. C'est-à-dire qu'on a vu des attaques qui sont pas forcément très complexes à mettre en œuvre d'un point de vue technique, mais qui sont très visibles. C'est des modifications de pages d'accueil de sites internet, des blocages de sites internet, d'administration, notamment le ministère ukrainien de la Défense, mais également d'un certain nombre de banques. En fait, c'est venu parasiter la vie en Ukraine, créer un climat de fragilité et par contre, ce sont des actions qui peuvent être neutralisé au bout d'un certain temps. Et effectivement, vous avez évoqué l'histoire. L'histoire dans cette question de la Russie et de l'Ukraine est importante parce que, effectivement, les dernières années, on a vu des attaques de grande ampleur et on peut considérer que les mois, les années qui se sont écoulées ont servi à justement prendre en compte ce risque et à mieux se protéger et ainsi réduire son exposition au risque, même si, on l'a vu dans le cas de l'attaque qui a visé un ensemble satellitaire. Oui. Effectivement, on voit bien que des attaques peuvent être conduites. Et puis, c'est surtout des actions entre ce qu'on a pu éviter et puis surtout que l'histoire n'est pas finie et donc la vigilance est de mise. Alors concrètement, comment ça se passe ? Quels sont les principaux types d'attaques informatiques constatées en Ukraine jusqu'à présent ? On a entendu parler de DDoS notamment. Alors le DDoS, c'est le déni de service. C'est lorsque vous envoyez des connexions simultanées en grand nombre sur un site internet. En fait, il est encombré. Si on devait faire une analogie, c'est un peu comme si vous organisez une manifestation devant un commerce, une boutique. Vous ne détruisez pas la boutique, vous n'agressez pas le personnel du commerce en question, mais par contre, vous empêchez les visiteurs, les clients de venir se rendre. Et donc, c'est une attaque qui n'est pas complexe à mettre en place, mais qui est visible de la part de tout un chacun, et donc de nature à jouer sur le moral, ou en tout cas l'état d'esprit de ceux qui peuvent consulter ce site et voir qu'il est inopérant, et donc s'inquiéter de la situation. Il y a aussi le wiper, je crois. Alors, le wiper, là, c'est un essuyeur, un destructeur. Là, c'est effectivement une action qu'on avait déjà documentée en Ukraine, c'est-à-dire lorsque le logiciel s'introduit pour chiffrer des données, mais ça, c'est ce qu'on connaît dans les activités crapuleuses. Donc, ce sont des logiciels malveillants, c'est ça ? Malveillants, bien sûr, qui ont vocation à détruire les informations qu'ils ont contaminées. Et donc, l'idée est bien de causer des dégâts opérationnels, financiers, au sein des organisations cibles, puisque, contrairement quand il y a peut-être de temps en temps l'espoir, même si on y reviendra peut-être, mais quand on a affaire à des activités crapuleuses, le chiffrement avec la promesse d'une libération a posteriori des données en échange du paiement d'une rançon, dans le cas de ces wipers, ce qu'on avait connu en 2017 avec NotPetya, alors évidemment à chaque fois on essaye de les caractériser par un nom, effectivement c'est de la destruction, et là on voit bien que le but n'est pas de monnayer une information, c'est bien de porter un coup décisif à son adversaire. Et ça cause des dommages financiers très importants, je crois 10 milliards de dollars. Alors les évaluations mettent du temps, par contre vous comprenez que votre patrimoine informationnel, vos équipements industriels peuvent être mis hors d'état de fonctionner. On est dans des économies, et c'était quand même le cas aussi de l'économie ukrainienne, de plus en plus numérisée, et donc on est dépendant de cette disponibilité des systèmes d'information et des données qui irriguent l'économie numérique. Alors on parle de cyber-offensive. Pour l'instant, ces derniers jours, pas de réelle cyber-offensive majeure. Aujourd'hui, quelles sont les capacités de nuisance des hackers russes ? Sont-elles si dévastatrices ? Alors, ce que nous avons documenté chez Trend Micro, c'est l'activité également de cyber-mercenaires, c'est-à-dire que de gens qui ne sont pas des forces régulières de l'État russe, mais qui sont des supplétifs qui vont apporter ponctuellement
une expertise, une disponibilité, un savoir-faire en faveur d'une cause. Alors quelquefois il y a des à-coups ou des surprises. On a vu un groupe cybercriminel qui s'appelle Conti, qui effectivement il y a quelques jours a manifesté son soutien au gouvernement russe, et il s'avère que parmi les membres de Conti, il y avait des Ukrainiens, en tout cas un Ukrainien qui a désapprouvé cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié les emails, les éléments techniques de ce groupe cybercriminel. Et donc on voit bien qu'on est dans une géopolitique où peuvent s'affronter, alors évidemment les intérêts crapuleux, mais également les intérêts stratégiques. Et un individu seul a considérablement affaibli ce groupe cybercriminel qui jusqu'à présent et ces derniers mois avait déjà conduit des actions très hélas efficaces auprès d'entreprises et d'administrations. Et de leur côté, nous avons les Anonymous, notamment en Ukraine, qui sont quand même très forts, qui ont réussi à pirater les chaînes de télévision russes. Oui, alors déjà le terme Anonymous, c'est pas une marque, c'est pas on peut pas les guerriers du web. Voilà, n'importe qui et c'est vraiment le cas de le dire peut endosser l'identité Anonymous. Donc c'est pas une raison sociale avérée qui attesterait soit d'une expertise ou d'une communauté spécifique. Par contre, c'est un état d'esprit. Deuxièmement, ils ont communiqué sur ce qui était plutôt jusqu'à présent de déni de service. Donc ils ont bloqué des sites de médias temporairement. Bon, là, on est plus dans l'agit-prop, c'est-à-dire que c'est des opérations ponctuelles. C'est pas de nature à déstabiliser l'institution russe en tant que telle. Ouais. Mais quand même, 250 000 personnes mobilisées par le gouvernement ukrainien, donc du simple geek au plus expérimenté, afin de coordonner des actions de déstabilisation contre la Russie. Alors, vous avez raison. Ça, c'est une nouveauté où c'est la première fois, dans l'histoire récente, qu'un gouvernement mobilise et fait un appel à l'opinion publique avec ce qu'on a appelé l'IT Army, c'est-à-dire que le gouvernement ukrainien a fait appel à des gens, des bonnes volontés. Alors, bon, ça c'est tout à fait novateur comme démarche. Par contre, évidemment, c'est assez fragile comme mode opératoire. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, qui vous intégrez dans votre collectif, vous ne maîtrisez pas forcément leur niveau d'expertise et donc leur réelle capacité à contribuer aux actions. Et puis après, il faut coordonner des gens qui sont, alors certes, on va leur faire le bénéfice du doute, volontaires, enthousiastes, mais qui ne correspondent pas à la discipline, évidemment, d'un état-major militaire professionnel. Mais en tout cas, c'est une singularité d'avoir eu cet appel et d'ailleurs d'avoir effectivement cette mobilisation requise de la part des autorités ukrainiennes en faveur de cette expertise qui peut être alors là bien au-delà des frontières ukrainiennes, bien sûr. Oui. Alors mobilisation aussi de l'Union européenne qui a déployé des experts pour épauler les Ukrainiens dans leur cyberdéfense. Et puis en France, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a encouragé les entreprises et les administrations à se montrer vigilantes face aux cybermenaces. Alors est-ce qu'on doit craindre une augmentation des attaques informatiques dans notre pays? Alors deux choses. La première, et vous l'avez souligné, c'est le fait que l'Union européenne a envoyé effectivement une délégation d'une demi-douzaine de pays de l'Union européenne, c'est pas beaucoup de monde, mais c'est effectivement une expertise cyber. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans la coopération, et on voit que l'Union européenne considère que ce n'est pas un engagement dans la guerre, puisque pour pas être co-belligérant, mais effectivement, il y a cet engagement. L'ANSSI, effectivement, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc qui est une émanation, un service dépendant du Premier ministre, a effectivement bien fait de rappeler la fragilité possible de nos systèmes et donc l'importance d'investir dans deux choses. D'une part, dans la capacité de détection des cyberattaques, et puis surtout dans la politique de cybersécurité, c'est-à-dire savoir où sont les actifs stratégiques, quel est le niveau de protection, et effectivement, est-ce qu'on est en mesure de comprendre si éventuellement des usages malveillants survenaient. Et donc ce rappel de l'Agence nationale de sécurité est important parce qu'on va être là dans un temps long, qui est effectivement, on peut envisager que sur la durée, des éléments de déstabilisation, notamment des alliés politiques de l'Ukraine, puissent être visés. Et donc c'est une exigence d'avoir cet investissement dans la cybersécurité. Alors justement, vous, c'est votre bataille. Quels sont les sites sensibles particulièrement qui sont visés? Alors en fait, on a le fruit des années passées, nous a appris à identifier ce qu'on a appelé des opérateurs critiques. Alors c'est la loi en France avec une loi de programmation militaire. Au niveau européen, c'est une directive Nice, qui a désigné des opérateurs de services essentiels. Dans la nomenclature française, on appelle ça des opérateurs d'importance vitale. C'est EDF, par exemple. Alors, on peut pas donner la liste, puisque la liste est classifiée. Par contre, on peut désigner les secteurs d'activité. Donc, il y a 12 secteurs, donc dans lesquels vous avez l'énergie, le traitement de l'eau, l'alimentation, les transports, les services financiers, les télécoms. Et donc, effectivement, ces entreprises
qui ont été désignés comme opérateurs d'importance vitale ont des exigences. C'est-à-dire qu'on leur demande, au-delà de la gestion qui pourrait être celle d'un conseil d'administration, de gérer son entreprise, là on leur dit non. La singularité de votre activité fait que vous devez être surprotégé et donc vous devez investir ce champ de la sécurité, qualifier vos données, chiffrer un certain nombre d'éléments, gérer les identités, qui a accès à quoi, pour faire quoi, et puis également s'entraîner pour faire des tests de gestion de crise, comment ça se passe, voilà, de manière à être autant, on ne pourra pas empêcher une cyberattaque, mais l'ambition c'est de la détecter le plus vite possible, de neutraliser son effet et de revenir à une situation normale dans les meilleurs délais. Et parfois on peut lire des conseils, j'ai lu ça notamment sur internet, un nettoyage complet de ses ordinateurs, de ses téléphones portables, même parfois conseillé de les jeter carrément. Alors non, effectivement après il faut faire l'équilibre. Parce qu'on dit que la cybersécurité est aussi l'affaire de tous. Finalement. Alors ce qui est certain, et effectivement, c'est le fait que on peut pas considérer, si dans une entreprise, une collectivité, une administration, on a une équipe en charge de la cybersécurité, elle a un rôle de créer des politiques, de choisir des outils, c'est certain, mais par contre tous ceux qui sont connectés au système d'information, votre employeur vous donne un smartphone, vous donne une tablette, un ordinateur, vous êtes un point d'infection possible, et donc par votre comportement, soit par les messages que vous recevez, les liens sur lesquels vous cliquez ou les sites que vous visitez, vous pouvez être une fragilisation. L'expérience montre que les pirates s'attaquent rarement à l'équipe sécurité, cherchent plutôt d'autres départements professionnels, les ressources humaines, la communication, le marketing, le commerce, enfin tous ceux qui sont en interaction permanente avec le monde extérieur, ce qui est naturel dans la conduite de leurs activités, mais qui pourraient, par absence de vigilance ou de connaissance du risque numérique, être un peu légers dans leur comportement. Donc là encore, plus il faut avoir cette explication et cette sensibilisation qui est tout à fait bienvenue. Et oui, la vigilance est de mise. Merci beaucoup Nicolas Arpagian pour toutes ces précisions, cette analyse. Vous êtes directeur de la stratégie en cybersécurité, donc Trend Micro, si on veut avoir vos conseils, spécialiste de l'analyse de la cybermenace et l'auteur du livre Frontières.com qui paraît, je crois, à la fin du mois aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio J. Merci.